Bienvenue au Carrefour social interculturel pour l'intégration. C'est notre premier rendez-vous après l'inauguration du 19 septembre. Tout le bureau, toute la direction est heureux de vous voir nombreux cet après-midi. Donc c'est l'occasion pour nous de dire une fois merci à Dr Elsa Chénaud qui a bien pensé l'ouverture d'un bureau du Carrefour social interculturel pour l'intégration en Île-de-France et plus précisément à Paris, ici même au Kremlin-Bicêtre. Mesdames et messieurs, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Nous sommes tous conscients que le 10 octobre marque une journée assez spéciale, surtout pour des personnes comme vous et moi qui avons un parcours issu de la migration. Et c'est à cet effet que la direction, le bureau du CS2I a bien voulu nous inviter, nous rassembler pour que tous ensemble, nous parlons de la santé mentale. Une fois de plus, bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons d'un moment à l'autre commencer. Aujourd'hui, nous allons croiser les regards de nos invités, spécialistes et acteurs de terrain. Ils sont aussi témoins. Ils sont mieux placés pour comprendre les répercussions psychologiques de la migration et des dispositifs d'accompagnement nécessaires à une meilleure santé mentale des personnes migrantes. Mesdames et messieurs, je vais tout de suite et maintenant commencer à mon extrême gauche. Je vous prie d'accueillir le professeur Eugène Fernand Loubelot. Il est professeur des universités, il est neurophysiologiste, il est physiologiste et neurohistocytologiste. Il est spécialiste du cerveau, des neurones et de l'audition. Il est à la fois psychologue clinicien au sein du centre d'accueil pour migrants engagé dans l'accompagnement thérapeutique des exilés. Je vous prie d'applaudir le professeur Eugène Fernand Loubelot qui a eu l'amabilité de répondre à l'invitation de Dr Chénaud. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc d'introduire le docteur Simplice Mokata. Il est Mokuta, autant pour moi. Je suis désolé, docteur, toutes mes excuses. Donc, je disais tantôt, je vous prie d'accueillir docteur Simplice Mokuta, maître de conférence en psychopathologie et psychologie, clinique de l'université Picardie-Jules Verne. Il est aussi psychologue interculturel, il faut mieux le préciser. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. À l'extrême droite, le président du conseil d'administration du Carrefour social interculturel pour l'intégration, grand auteur, Gaston Kellman, fait partie de mes meilleurs auteurs, entre Je suis noir et je n'aime pas le manioc, paru en 2003, Au-delà du noir et du blanc, ainsi que Parlons enfants de la patrie. Je vous prie d'accueillir le président du conseil d'administration du CS2I. Mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons donc donner la parole à nos illustres invités qui vont se présenter et certainement aussi, pourquoi pas, nous parler un tout petit peu, puisque dès l'introduction, dès cette introduction, il était question d'un thème qui nous importait très peu. Effectivement, selon le chronogramme, nous allons commencer par le président du conseil d'administration du Carrefour social interculturel pour l'intégration. Donc, je vais devoir commencer par Gaston Kellman. Il est dit, partir, c'est mourir un peu. Est-ce que quand nous partons personnellement, quand nous partons de l'Afrique, compte tenu du parcours que nous avons traversé, que ce soit ceux qui traversent la Méditerranée, le désert, ou bien nous-mêmes qui entrons de façon régulière, est-ce que partir de chez soi pour une nouvelle terre, c'est mourir un peu? Bonjour, bon après-midi Gaston Kellman. Bonjour, merci beaucoup de me mettre la colle, c'est-à-dire de commencer
Bien entendu, personnellement aussi comme président du conseil d'administration et grand compagnon de Elsa depuis presque un quart de siècle, je suis vraiment très content de vous voir là. Je suis très content de voir l'émergence de ce nouveau centre qui a cette qualité exceptionnelle en région parisienne. Donc, et depuis quelque temps qu'elle est là, les activités se multiplient, les rendez-vous sont d'une certaine importance, d'une importance certaine. Merci beaucoup Elsa pour ça. Et je peux vous dire qu'elle a commencé, je ne sais pas si elle avait 20 ans quand elle était déjà conseillère municipale à Moulins, parce qu'elle avait pris la fibre de pouvoir travailler à l'époque. Elle parlait de culture tout simplement, il fallait la rencontre des cultures. Et elle s'est engagée au point de devenir conseillère municipale à Moulins. Et plus la demande évoluait, plus elle évoluait aussi dans la problématique. D'abord évoluer dans sa formation elle-même et puis ensuite évoluer dans la capacité à travailler sur le terrain. Partir, c'est mourir un peu. Vaste programme. Partir, c'est effectivement lâcher quelque chose. Il y a déjà la mort au départ. Et partir, c'est à l'arrivée d'accepter encore de lâcher autre chose. On n'arrête pas de se déliter quand on part. À la fin, je ne sais même pas si on sait encore qui est-ce qu'on est. Mais en tout cas, dans ce nouvel univers, il faut se refaire, il faut se reconstruire. La question, je posais au professeur la question tout à l'heure, est-ce que vraiment on sait pourquoi on part? Est-ce que ce qu'on avoue, c'est aussi ce qui est réel à l'intérieur? Je ne parle pas seulement même de ceux qui sont obligés de se fabriquer des histoires parce qu'ils sont tous des réfugiés, parce qu'ils essayent, ils sont venus par la mer, il faut qu'ils construisent une histoire qui permette qu'on les accepte. Mais je parle même de ceux qui ont pris l'avion. Pourquoi est-ce qu'on quitte l'Afrique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit? On quitte ses parents, on quitte un univers, on quitte même un espace dont Césaire disait que je vois l'Afrique multiple et une verticale dans sa tumultueuse péripétie avec ses bourrelets et ses nodules, un peu à part mais à portée du siècle comme un cœur de réserve. Voilà l'Afrique qui est un cœur de réserve et nous quittons le cœur de réserve pour venir dans une fournaise pratiquement déshumanisée. Est-ce que nous savons pourquoi nous faisons ce pas? Et à partir de là, est-ce que nous pouvons éviter des pathologies? Là, je vous balance la patate. C'est vous qui allez devoir vous nous expliquer. Mais les raisons pour lesquelles on part aujourd'hui, et ça me permet de venir vers mon maître, qui est France Fanon, et même Mémie aussi. Je crois que vous, je ne sais pas si vous avez lu, ou en tout cas je vous le conseille vivement, le livre de Mémie qui dit « Portrait du colonisé » et « Portrait du colonisateur ». C'est des merveilles de littérature. C'est un juif tunisien qui, après un séjour en France, retourne dans son pays, comme un retour au pays natal aussi, et trouve la colonisation. Il demande, mais c'est quoi est-ce que le colonisé est encore bien portant? Est-ce que le colonisateur est bien portant? Voilà une rencontre qui crée des pathologies à gauche et à droite. Parce que le colonisé n'est plus un être humain, c'est une fabrication. Le colon fabrique le colonisé à sa mesure. Et après, lui-même, il devient un peu dans une espèce de dialectique du geôlier, à ne plus être lui-même, à se mentir tous les jours sur sa supériorité, à se mentir tous les jours sur la civilisation qu'il apporte, à se mentir tous les jours. Évidemment, le colonisé soit effectivement complètement ce que Césaire appelait, on avait fourré dans sa pauvre cervelle, qu'une fatalité pesait sur lui qu'on ne prend pas au collet, qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin, qu'un prince avait de toute éternité inscrit en sa nature pelvienne d'être un parfait nègre, sans velléité de vérifier les hiéroglyphes fatidiques. On te dit que tu ne vaux rien, tu acceptes, on ne discute plus. Tu es maudit. On avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui qu'on ne prend pas au collet, qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin. Nous voyons donc même déjà à partir d'Albert Mémie, et bien entendu Fanon rentre totalement dans la même logique aussi, nous sommes toujours dans la logique de la fabrication d'un être qui ne sera plus ce qu'il sera.
Fanon va jusqu'à dire à un moment donné que le dominé ne renaîtra que sur le cadavre du dominant. Et il n'y a pas de la violence là-dedans, hein. Le cadavre n'est pas le cadavre physique, hein. Le cadavre, c'est-à-dire quand il se libérera, il libérera aussi le colonisateur. Parce que le colonisateur est aussi aliéné que le colonisé. Il est aussi malade que le colonisé. Mais sauf que lui ne sait pas qu'il est malade. Et le colonisé croit parfois qu'il peut plaire, qu'il peut changer en essayant de faire comme le maître. Il ne sait même pas qu'on lui refuse même l'assimilation. Voilà justement un mot sur lequel j'aimerais vraiment que vous vous arrêtiez. On nous a passé toute la vie à nous dire qu'on a voulu nous assimiler. On n'a jamais voulu nous assimiler. Assimiler, ça veut dire rendre comme soi-même. Je crois que le colon avait vraiment le rêve de nous faire comme lui. Non. Il aliénait quelques personnes qui allaient continuer son boulot après. Je vais comme ça un peu dans tous les sens, mais pour montrer que la domination qui part de l'approche de Césaire, qui va à Mémy et qui va à François Fanon, fait en sorte que la pathologie se trouve déjà là, chez ces deux personnes qui se rencontrent. Et quand donc nous avons été asservis de l'autre côté et qu'un jour on prend la route pour venir, est-ce que nous savons vraiment pourquoi nous venons? Est-ce que c'est là la question que je pose? Est-ce que nous savons vraiment pourquoi nous venons? J'ai ma petite hypothèse là-dessus, mais bon, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste. Nous ne venons pas vraiment parce que nous partons de l'enfer vers le paradis, mais nous venons, entre autres, parce qu'on nous a indiqué le chemin du paradis. Est-ce que c'est vraiment le paradis? Est-ce que c'est vraiment le paradis? Est-ce que c'est vraiment le paradis? Et cette pathologie, je vais peut-être terminer par là, dans cette première intervention, cette pathologie, elle est d'une très grande gravité. Et c'est les séquelles, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, même les voyages que nous faisons pour migrer, c'est plus les séquelles que la réalité. Et ces séquelles-là, vous avez peut-être vu récemment une vidéo qui montrait deux jeunes gens qui faisaient l'aveugle, qui jouaient à l'aveugle. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu, c'est un petit noir, un jeune noir et un jeune blanc qui jouaient à l'aveugle. Oui. Sur les réseaux sociaux. Pardon? Oui, je dis la vidéo, elle était même devenue virale. Voilà, elle était devenue virale. Il y avait une vidéo qui est passée sur le net très longtemps, enfin qui passait partout, oui, où on montrait un jeune noir et un jeune blanc qui jouaient l'aveugle. Pardon. Le jeune noir, il s'approchait de la personne par derrière. Et dès que l'autre se retournait, il sautait comme si c'était un crottal qui l'avait touché. C'était la peur panique. L'expérience sociale. C'était la peur panique. Et quand c'était le petit blanc, il se sautait un peu quand il le voyait. Le prenait dans les bras. Mais je vous assure qu'il fallait voir ça. Ça, c'est des séquelles. Ça se passait un peu pendant qu'il y avait la conférence, enfin pendant qu'il y avait la commémoration de la fin de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Je parlais des séquelles justement. Et les gens ne comprenaient pas. J'ai projeté cette image. Je leur ai dit, si les deux jeunes gens, le jeune blanc et le jeune noir, venaient en face, la conscience du blanc aurait interprété que c'est un homme qui vient vers moi. Il aurait aidé indifféremment le noir et le blanc. Mais quand les gars, c'est là que c'était magnifique, les gars viennent à l'improviste, et quand il sursaute, son inconscient lui renvoie le barbare, le sauvage, l'inconnu, le danger. Alors que 4 secondes, 5 secondes auraient suffi s'il l'avait vu en face pour savoir que c'est un être humain. Donc vous voyez donc les séquelles inconscientes qui restent encore dans nos imaginaires par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 4 ou 5 siècles. Et c'est ça qui est très important. Je vais vous donner un ou deux autres exemples qui sont de l'actualité. Quand par exemple le président Macron s'énerve et brandit l'ingratitude des Africains parce que 50 Blancs sont morts dans le Sahel, je ne sais pas s'il veut que nous aussi nous lui sortions la liste. Nous voyons donc encore dans l'inconscient ce qu'un noir représente. Enfin, combien de noirs il faut pour un blanc? C'est ça.
Il faut peut-être 1000 noirs pour équivaloir un blanc. Et qu'est-ce que je dis 1000? Il y a eu au moins 500 000, il y a des millions de noirs qui sont morts. Pour la France. Et pour 50 Français qui sont morts, nous sommes ingrats. Vous vous rendez compte un peu de l'inconscient qu'il y a dans les propos de gens comme celui-là, celui qui dirige la France aujourd'hui. Le deuxième exemple que je donne, c'est celui de M. Breton. Breton nous apprend que si nous perdons, parce que nous sommes français aujourd'hui nous aussi, si nous perdons nos colonies d'Afrique, on est mort. Le mot, il a utilisé. Si nous perdons nos colonies d'Afrique, dans 20 ans, l'immigration se fera dans l'autre sens. C'est-à-dire, ne lâchons pas nos colonies d'Afrique. Vous voyez, c'est inconscient. Ce type n'aurait jamais parlé comme ça, de manière consciente. Parce que nous ne sommes plus supposés être des colonies. Mais inconsciemment, la pathologie reste en lui. Il est complètement déconnecté d'une réalité structurelle, conjoncturelle, réelle. Il est encore dans une logique où l'Afrique leur appartient. Macron est exactement dans une logique. Et peut-être pour vous faire rire encore un peu, la dernière, pour la route, il y a eu une guerre de libération au Cameroun, une guerre d'indépendance au Cameroun. Macron décide d'ouvrir les archives pour que les historiens puissent étudier et faire la clarté. Parce qu'évidemment, pour des gens, jusque-là, ils n'acceptaient même pas qu'il y avait eu la guerre au Cameroun. Il n'y avait rien eu. Il n'y avait pas eu d'actions. Et Macron choisit pour le côté français une historienne pour diriger les recherches d'histoire, bien entendu. Et du côté du Cameroun, il prend un chanteur. Il choisit un chanteur. Il choisit un chanteur pour diriger, pour aller dans les archives du plus grand crime contre l'humanité commis en Afrique par la France. Évidemment, c'est très simple, parce que le noir a le rythme dans la peau. Le noir, c'est la musique, c'est la danse. Donc on prend un chanteur face à une historienne pour diriger une commission comme celle-là. Voilà donc ce que moi je pouvais vous donner comme introduction en vous présentant 3 auteurs que j'aime beaucoup, Fanon, Césaire et puis Mémy, qui parlent de cette affaire-là. Et en vous présentant aussi le fait que ce qui reste aujourd'hui dans cette pathologie de la rencontre, ça s'appelle les séquelles, mais les effets sont au moins, et les imaginaires, les représentations sont au moins aussi dangereuses, même si aujourd'hui on ne va plus vous fouetter dans la rue, sont au moins aussi dangereux, aussi vivaces qu'ils étaient il y a 50 ans. Merci Gaston Kelman pour cette introduction et cette belle représentation qui nous permet effectivement d'abord de comprendre dès la genèse quelles sont les causes de ce que nous sommes aujourd'hui, de notre mental, depuis la colonisation, je dirais même depuis l'esclavage, passant par la colonisation, même si aujourd'hui on parle de... Même si aujourd'hui, comme vous avez dit, on va parler d'assimilation, vous avez très bien fait de le souligner. Jamais le colon n'a voulu que le colonisé soit effectivement assimilé. Alors, parcours migratoire, docteur Simplice Mukuta, quelle est votre approche, quelle est votre appréhension? Est-ce que vous pensez, tout comme Gaston Kelman, que parti, effectivement, c'est déjà mourir un peu? Ça, c'est l'introduction. Merci. Merci beaucoup et bonjour à chacun et à chacune. Alors, merci à Elsa qui m'a fait l'amitié donc de m'inviter. Et généralement, lorsqu'on m'invite, je dis là, la personne qui m'invite prend des risques parce que je raconte beaucoup de conneries. Merci également à Marietta qui a fait le pont, qui a permis le viaduc entre nous et qui nous a donné la possibilité de nous rencontrer. Généralement, sans se rendre compte, on se rend compte qu'il y a des connivences. Il y a des choses qui sont, on va dire, bon, pour ceux qui prient, ils vont dire c'est de l'ordre du destin. Cette rencontre-là, parce que vous faites partie, je ne veux pas heurter votre modestie, vous faites partie de mes auteurs aussi préférés. Donc merci également au grand frère Lobello,
hein, que je rencontre aujourd'hui, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'accroches, beaucoup de connivence, beaucoup de congruence, et je vais dire oui pour le cheminement qu'on va faire pour cette institution. Merci. Alors, Si je peux me permettre, ceci va favoriser une meilleure compréhension pour nos experts qui sont les apprenants, parce que cette journée vraiment elle est dédiée aux apprenants, avant qu'on n'approfondisse nos débats. J'aurais bien voulu que le professeur passe avant pour expliquer aux apprenants, c'est vous les experts, la conférence elle est d'abord faite pour vous. J'aurais voulu que le professeur vous explique comment, au niveau du cerveau, les interactions se font. Et par la suite, il y aura une cohérence avec ce que le professeur, le docteur va développer. Mais le professeur, puisqu'il est neurophysiologue, quand on est envahi par des troubles, quand on vit cette souffrance, cette chose-là qu'on n'arrive pas à saisir, qu'est-ce qui fait que dans la tête, les mécanismes de défense vont s'entrevaucher? Donc, ce serait peut-être intéressant que le professeur nous explique déjà le fonctionnement du cerveau et ce qui se joue. Et par la suite, l'enclenchement avec le docteur, ça, je pense que ça sera encore plus marquant. j'obéis. Merci, docteur Elsa Chénaud. Effectivement, donc, dans un souci de cohérence et de compréhension, merci pour cette précision. Donc, professeur Eugène Fernand Loubelot, comme on l'a dit tout à l'heure, il est professeur des universités, il est neurohistocytologiste, et peut-être qu'il va certainement nous expliquer bien ce que c'est, parce que je découvre aussi le mot, neurophysiologiste et physiologiste. Alors, professeur, vous allez certainement nous expliquer ce qu'on entend par psychotraumatisme migratoire, et effectivement peut-on dire que tous les parcours migratoires génèrent une forme de traumatisme psychique, et puis par la suite, comme l'a dit docteur Elsa Chénaud, vous allez nous expliquer un peu sur le plan de la physiologie, la structure de notre cerveau. Merci. Ok, en tout cas merci à tous ceux qui sont là, hein, qui ont fait leur déplacement pour aborder ce sujet qui est vraiment très délicat. Car ça concerne un organe, c'est le cerveau, qui est dans la boîte crânienne. Le cerveau. Mais combien il pèse? Pas grand-chose. 1400 grammes en moyenne. Mais le cerveau, c'est un organe qui est composé de plusieurs parties, qui assurent des fonctions différentes les unes aux autres. Mais il y a une interconnexion entre ces différentes parties. Donc c'est le cerveau qui reçoit tout. Tout. Ce que nous voyons, ça arrive au cerveau, à travers les yeux. Ce que vous entendez maintenant, ça arrive aussi au cerveau, à travers les oreilles. Je le touche, il sent que je le touche. Ça arrive dans vos cerveaux, donc il sent que je l'ai touché. Tu poses ta main là, tu sens que tu as touché quelque chose. Ça arrive au cerveau. Tu te fais mal. La douleur arrive au cerveau. Autrement dit, c'est lui qui centralise tout ce que nous vivons de l'extérieur. Mais aussi de l'intérieur. Des réactions de l'intérieur. Quand il y a une maladie, la douleur part de l'endroit où il y a la maladie, ça remonte au cerveau, qui va encore traiter et donner sa réponse d'une certaine manière. Donc c'est un organe qui est complexe, très complexe, malgré son petit poids. Et c'est pas tout le cerveau, c'est ce que nous appelons l'enveloppe du cerveau, qu'on appelle le cortex. Il ne mesure que quelques millimètres. Et tout est traité là-dedans, là, dans cette enveloppe-là.
avec des connexions avec les autres régions du cerveau. Alors, pour ceux qui migrent, vraiment, mais qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils ont le projet de migrer, donc ils y pensent déjà. En même temps aussi, ils savent que peuvent arriver des malheurs. Ils peuvent se blesser, ils peuvent avoir soif, ils peuvent tomber malades. Donc tout ça, ça va créer en eux quoi? Des chocs qu'ils doivent gérer. Donc il faut être capable de gérer ces chocs-là en eux. C'est pas simple. Alors, ils prennent le risque de quitter leur propre terre. Comme moi, j'ai quitté ma terre du Congo. Comme vous aussi, vous avez quitté le vôtre. Mais il y a ce qu'on appelle des migrations difficiles, invivables, en traversant quoi? Des frontières terribles. L'eau, les fleuves, le désert, les forêts. Mais il y a des risques énormes que ces gens-là prennent. Mais ils se disent que, dans le rêve, dans la pensée, que je vais arriver là où je veux aller. Et que ça se passera bien pour lui. Il le rêve, parce qu'il faut qu'il y ait du rêve. Sinon, vous ne le ferez pas. En se disant que le destin peut-être aussi va m'aider d'arriver là où je veux arriver. Mais comme on dit, le destin, c'est pas vous-même qui le gérez, c'est peut-être Dieu, peut-être la nature. Mais ça demande un sacré culot d'oser quitter sa terre et aller plus loin en traversant ce qu'il faut traverser avec ses propres moyens. C'est pas simple, mais il faut oser. Mais la vie, c'est oser. Nous vivons, mais nous osons aussi, tous les jours. Alors, le cerveau de ces gens-là ont déjà un schéma fonctionnel. Je dois quitter et je dois arriver. C'est pour dire que ces gens-là, moi je dirais qu'ils ont un cerveau assez particulier. Parce qu'il faut du culot, hein. Tout le monde n'a pas de culot là. Sinon, l'Afrique se serait totalement vidée. Moi j'entends mes parents au Congo qui disent « Oh, au Congo, la vie est invivable. Plus rien ne marche, les hôpitaux ne marchent pas, les écoles non plus. Nous, on veut quitter le Congo pour aller donc ailleurs, trouver un bonheur ailleurs. » Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Mais dans la vie, il faut oser. Qui n'ose pas n'a pas de réponse, n'a pas de résultat. Donc il faut oser. Nous, on a osé. Et ça n'a pas été simple. Mais le cerveau, il a la particularité aussi, c'est de stocker des mémoires. Ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, de bien ou de mal, ça reste dans le cerveau, dans une partie qu'on appelle l'hippocampe. C'est la mémoire, tout est stocké là, l'hippocampe. Et quand cette partie-là est détruite, soit par la maladie, là, elle meurt. Le stockage ne se fait plus. Et la mémoire n'est plus, même, en fait, ce qu'elle était. Elle ne peut plus se rappeler normalement de son passé. Et donc là, il faut assurer un traitement pour essayer de réactiver cette zone-là. En soulignant, docteur, que le cerveau est le seul organe qui ne se régénère pas. Le cerveau, non, parce que il naît avec un capital de neurones. Ce sont les cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Et ce sont ces neurones-là qui établissent des liens avec d'autres neurones, d'autres régions. Et ça fonctionne en permanence, même quand on dort. Le cerveau ne dort pas, il bosse, il travaille. Il lui faut ces éléments essentiels pour qu'il fonctionne. L'oxygène et les nutriments, c'est-à-dire les molécules venant de l'alimentation, il en faut de façon continue. Si on empêche un individu de respirer pendant à peu près 2 minutes, 3 minutes, c'est l'asphyxie du cerveau.
Et la mort peut survenir. Parce que ce serait irréversible. Donc le cerveau est toujours en activité. Mais l'activité est intense pendant la journée, mais pendant la nuit, l'activité baisse. Mais il fonctionne toujours. Voilà pourquoi, pour les migrants qui ont subi des traumatismes, ils ont mis en mémoire ce qu'ils ont vécu. S'ils se sont blessés, s'ils ont entendu des coups de feu, s'ils ont vu les leurs abattus, ou tabassés, ou coupés en morceaux, enterrés vivants, ça reste dans la mémoire de ces gens-là. Et maintenant, comment faut-il faire pour pouvoir oublier? On ne peut pas oublier ça. C'est stocké dans l'hippocampe et ça doit rester là et ça restera là. Maintenant, c'est d'autres souvenirs qui pourront atténuer pour penser à autre chose de bien. Voilà pourquoi on dit il faut qu'il y ait toujours des choses qui puissent vous faire plaisir pour atténuer les choses qui sont mauvaises, qui sont mises en mémoire. Ouais. C'est ça l'intérêt de toujours trouver quelque chose qui va vous faire du bien. Mais si vous enchaînez avec des difficultés, des images vraiment difficiles, mais ça crée des traumatismes importants qui vont accumuler, qui vont s'enchaîner. Après le traumatisme du parcours migratoire, une fois dans le pays d'accueil, puisque nous sommes dans le cadre de la migration et que il faut trouver, continue, être bien accueilli, oui, éventuellement trouver un logement, du travail, et s'organiser et retrouver un plaisir de pouvoir vivre normalement. Mais tout en sachant que vous avez des souvenirs, voilà, qui sont toujours là, qui ne se effaceront jamais. On va atténuer, mais ils seront toujours là. Voilà pourquoi il faut toujours trouver du plaisir pour pouvoir atténuer ces souffrances, même quand on est gravement malade. Essayez de moins penser à la maladie, mais pensez à ce qui peut vous faire plaisir pour trouver un espoir. Et ça, c'est important. Donc le cerveau, avec son petit poids, il a une activité qui est permanente. Permanente. Et le traumatisme peut faire qu'il y ait des maladies du cerveau. Donc, ça peut apparaître. Hein. Ce sont les troubles anxieux. La personne devient très anxieuse par rapport à ce qu'il a vécu. Le trouble de l'attention, il peut plus se concentrer sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il peut faire de bien. Et le trouble de l'humeur, là, qui devient agressif. ouais. Voilà. Donc il devient sensible. Et il y a des troubles psychotiques. Voilà. Qui peuvent aussi donc apparaître chez l'individu traumatisé. Donc il y a toute une série de traumatismes qui peuvent donc apparaître chez un individu qui a accumulé des chocs pendant son parcours ou pendant son existence. Tu peux être chez toi, dans ta famille, et puis subir aussi des chocs. Autrement dit, tous les dégâts que peut subir le cerveau peuvent être subis partout. Pendant l'immigration, ou même dans ta famille d'accueil aussi, subir aussi ça. Et ça arrive. Voilà pourquoi toujours penser à quelque chose qui puisse atténuer ces peurs-là. Pensez, il faut ayez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir trouver la paix intérieure. La paix intérieure. Et ça, c'est un combat que chacun de vous doit mener de façon permanente parce que devant un malheur, il faut trouver la paix intérieure. Quand on perd un parent, c'est un problème. En vous, il faut retrouver la paix intérieure pour pouvoir amoindrir cette pensée-là, ce souci-là, et progressivement trouver autre chose qui va vous amener vers quelque chose de bien, de bien-être, que ça soit temporaire ou pas, mais c'est déjà ça. Car tout ce que vous avez suivi de bien
va aussi s'accumuler comme souvenir et ça va toujours émerger petit à petit en surface pour vous faire donc le plaisir. Voilà à peu près ce que je pouvais un peu dire sans rentrer dans les complications parce que c'est très complexe. Merci professeur. Parce que je vais vous poser une question et je vais poser la même question au docteur tout à l'heure. Comment on aperçoit les manifestations du traumatisme en soi? Ça se voit par les comportements. Par les comportements. La personne qui était gentille donc avec vous devient donc nerveux, il vous évite, il se cache. Donc il y a des signes qui montrent bien que cette personne-là n'est plus du tout la même. Voilà, au bout d'une heure, au bout de 30 minutes, au bout d'un jour, il y a toujours des signes extérieurs qui se manifestent en lui et qui s'expriment par ses propres gestes à lui. Merci, voilà. Professeur. Merci infiniment. Allez. Docteur, on revient à vous. Tout à l'heure, vous étiez dans vos propos liminaires et ensuite, avant de vous demander et revenir, comme je disais, certainement, je voudrais que vous entrez par là avant de revenir sur la question. Parti, c'est mourir un peu, vous êtes préparé. Effectivement, si parti, c'est mourir un peu, pendant que l'on meurt un petit peu, comme je l'ai dit, quelles sont les manifestations visibles du traumatisme d'un migrant? Alors, est-ce que je suis audible? Très audible. Alors, tout est congruence. Parce que quand Elsa a eu une bonne idée de demander au professeur Loubello de parler, le professeur Loubello a balisé le terrain. Donc ça m'aide. J'ai mangé, on a parlé pour moi, donc je peux partir. Alors d'entrée de jeu, je vais, en tant que maître de conférence habilité à diriger les recherches, donc qualifié au CNU au grade de professeur des universités, donc j'enseigne à l'université de Picardie Jules Verne. Et deuxièmement, je suis pratiquant. C'est-à-dire, je vais dire ce que je vois, je vais raconter, on va dire, le fruit de mes expériences avec les migrants, avec les mineurs non accompagnés. Voilà, et donc ces problématiques se posent avec beaucoup d'acuité. Et en disant cela, cela ne veut pas dire que j'ai de la certitude. Parce que la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas l'avoir. Exactement. Exactement. Voilà pourquoi je pense. Yes. Alors le trauma en termes simples, c'est un passé qui ne passe pas. C'est un passé qui ne passe pas. Et quand ce passé ne passe pas, il va trouver des voies détournées pour s'exprimer. Et parmi les voies détournées, c'est le corps. Le corps qui devient le point de cristallisation de tout. Mais quand je fais allusion au corps, grand frère, merci, ça passe par le cerveau. Alors, ce passé qui ne passe pas, le symptôme, permettez-moi, je vais utiliser quelques termes médicaux, parce que c'est important aussi de mieux nommer les choses. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Donc il faut quand même qu'on nomme bien les choses. Ce passé qui ne passe pas a comme symptôme la répétition, ce qu'on appelle la reviviscence de l'événement traumatique, comme si c'était encore hier.
vous avez été violé, le soir, à travers le cauchemar, vous revivez celui qui vous a violé. J'ai même eu des patients qui ont encore des odeurs, la sueur de celui ou de celle qui l'a violé, qui l'a violenté. Donc le signe, pour aller dans le sens du grand frère Lobello, le signe, c'est la répétition. Est-ce que vous voyez encore des choses? Oui, je vois qu'on m'a violé. J'ai été agressé, j'ai peur de la rue. J'ai été agressé dans le contexte de guerre, je revis encore la guerre. Et tout ce qui est en lien avec la guerre devient quelque chose de complexe. Le film, à la télé, se montre, voilà. Et ça passe par, justement, des symptômes qui sont divers et variés. Ça peut aller à des angoisses, qu'on appelle l'effroi, une peur difficile, d'accord? Ça peut aller à, justement, des troubles d'appétit, des troubles de dépression, la dépression, qui est une pathologie transversale, dans beaucoup de choses, hein. Vous perdez votre boulot, vous êtes déprimé. On vous annonce une maladie incurable, vous êtes déprimé. Vous êtes en situation de migration, dans le cas du traumatisme, vous êtes déprimé. Donc c'est d'abord le curseur, c'est notre curseur, c'est notre température, notre thermomètre. Qu'est-ce qui se passe? Déprimé, j'aime bien jouer avec les mots, c'est la chute de la pression. Dépression. En deux mots, pression, chute de la pression. D'habitude, vous mangez, vous n'avez plus d'appétit. Vous êtes habitué à sortir, vous ne sortez plus. D'accord? Vous êtes quelqu'un très enchanté, enjoué, c'est fini, vous avez perdu ce goût de vivre. Et il y a un clignotant aussi important, qu'on appelle l'anédonie, la perte d'envie de vivre. À quoi ça sert encore de vivre? Quel est l'intérêt de vivre? On a perdu tout intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le trauma, c'est ce qui ne passe pas. Alors, pour faire l'accordage, le maillage avec ce que venait de dire mon estimé grand frère, je suis gâté, hein, je suis entouré de grands frères, et le seul petit frère que j'ai, c'est celui qui est à côté. Alors, là également, il faut qu'on mette un peu voilà, que je puisse mettre quelques éléments, mots, sur la question que le grand frère a bien voulu me poser. Et c'est la patate, hein, c'est ce que tu as dit, hein, la patate chaude. Bon, alors on va essayer de faire de telle sorte qu'elle ne soit pas trop chaude, hein, pour la digérer. Alors, il faut qu'on puisse nuancer deux choses. Et je vais convoquer un auteur qui s'appelle Grimbert, qui a parlé de la migration. Moi-même, je n'ai parlé, les livres sont là. Il y a deux, déclinaisons à faire. Parce qu'il y a plusieurs types de migration. Et les projets ne sont pas les mêmes. La nature de la migration n'est pas aussi la même. Et chaque nature de la migration a un impact sur le trauma et un impact sur l'offre de soins. Je ne vais pas prendre en charge celui qui a fait un projet qui vient pour les études, voilà, de la même manière que celui qui a été traumatisé. Donc, d'accord? Donc, celui qui vient, il a fait un projet. Les parents, comme on sait,